Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, on ne va pas parler emploi, mais on va parler plutôt de l'évolution du monde du travail et surtout sur le prisme des neurosciences. Pour cela, nous recevons Gaëtan de Lavillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences cognitives et vous avez fondé un cabinet de conseil pour les entreprises qui s'appelle Cogix. Alors, ma première question, c'est quoi les neurosciences ? Alors les neurosciences, c'est un mot qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, assez à la mode. C'est l'étude du fonctionnement du cerveau humain. Et derrière ça, ça va nous permettre d'essayer de comprendre, pour ce qui est des neurosciences cognitives, le comportement humain. Qu'est-ce qui va régir nos comportements en permanence, du matin jusqu'au soir. Et aujourd'hui, on utilise les neurosciences dans le monde de l'emploi, du travail, des conditions de travail, du bien-être au travail. Aujourd'hui, quels sont les dangers que vous pouvez nous citer pour les salariés et les entreprises ? Alors, sans forcément parler de danger, mais en tout cas les risques qu'on trouve aujourd'hui et qu'on peut analyser sous l'angle des neurosciences et plus largement des sciences cognitives, donc l'étude du comportement humain, ils sont notamment liés à l'explosion de l'information, à ce qu'on va appeler l'infobésité, l'hyperconnexion. Le fait que du matin jusqu'au soir, voire du lever jusqu'au coucher, pour peu que mon téléphone professionnel me serve aussi de radio-réveil, je vais être bombardé d'informations. Et le travail repose maintenant sur la capacité des individus à pouvoir capter les informations qui sont utiles, à les traiter efficacement et à les restituer à la bonne personne. Donc ça veut dire que notre cerveau est devenu notre principal outil de travail. Le problème, c'est que notre cerveau, qui est un organe fantastique, qui a des ressources extrêmement importantes, mais ces ressources sont aussi limitées. Et notamment, on ne peut pas traiter autant d'informations qu'on le souhaiterait. Pour vous donner peut-être un exemple, on est aujourd'hui dans une ère du multitasking quasiment permanent. On enchaîne en permanence d'une tâche à l'autre de façon extrêmement rapide. Or, notre cerveau ne sait pas faire de multitasking. Et ce qu'il fait, c'est que notre attention, qui est un filtre à l'entrée du cerveau pour les informations, va basculer d'une tâche à une autre. Ça va avoir des conséquences. Ça va nous faire perdre d'une part en efficacité et ça va aussi accroître notre fatigue, puisqu'on demande à notre cerveau de dépenser plus de ressources pour traiter des informations. Parce que c'est vrai que, effectivement, aujourd'hui, dans toutes les entreprises de services, le numérique est extrêmement présent. On parle de télétravail. Le télétravail, c'est quelque chose qui peut être dangereux. C'est une solution parce qu'on travaille chez soi. On a aussi parlé des open space aussi à une époque qui était dangereux parce qu'il y a eu la mode des open space. Quel est votre regard ? Quel regard portez-vous sur ces deux notions ? Alors, le regard, il est mitigé pour les deux notions. Pour ce qui est du télétravail, c'est une très bonne solution dans le sens où, déjà, ça va nous permettre, on le voit maintenant en temps de grève, de réduire les temps de transport, ça va avoir un impact écologique, et ça va nous permettre aussi de faire des tâches qui nécessitent de la concentration. Donc, à partir du moment où je suis chez moi, je vais pouvoir m'isoler d'un certain nombre de sollicitations physiques, mais pas forcément digitales. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il y a un risque qui est associé à ça, c'est qu'à partir du moment où je travaille de chez moi, j'ai plus les codes, j'ai plus les rituels de l'entreprise. J'ai pas mon collègue qui va venir me chercher pour me proposer d'aller prendre une pause. Et donc, on voit, notamment chez les cadres, une augmentation du temps de travail et une augmentation du travail après 20 heures. Donc ça va participer à une disparition des frontières entre vie professionnelle et vie personnelle. Si je prends l'exemple, je suis en télétravail et mon épouse rentre le soir, j'ai rien qui dit à mon cerveau que la journée s'est arrêtée. Je suis toujours dans le même espace, je suis toujours dans mon salon. Pourtant, il faut que je laisse la possibilité à mon cerveau d'associer mon domicile à des activités d'ordre personnel et mon travail à des activités d'ordre professionnel. Voilà, sur la question des open space qui ont été vantés, puis critiqués, puis revantés, quel regard portez-vous en tant que docteur en neurosciences ? C'est la même chose, le regard il est mitigé. L'open space il peut être très bon dans le sens où il va pouvoir favoriser la collaboration, s'il y a les bonnes règles, s'il est bien conçu et surtout bien utilisé. Maintenant, il y a une étude qui est sortie l'an dernier qui nous a montré qu'il y a une diminution généralement de près de 70% des interactions en face à face et une augmentation de 20 à 50% des emails transmis au sein d'un plateau. Donc on voit bien qu'on est loin de l'effet espéré. Notamment parce que l'open space va générer plus de sollicitations, plus de bruit et va nuire à ma concentration. Maintenant, et on le voit de plus en plus avec ce qui s'appelle le flex office, si l'espace gagné par l'open space ou par le flex office permet de libérer de la place pour avoir des espaces de concentration, des salles de réunion, des salles de pause, là ça peut devenir vertueux pour les individus. Donc il y a des solutions, par exemple sur cet envahissement du numérique, quelles seraient les solutions pour atténuer ces dangers pour nos cerveaux et pour la qualité de notre travail finalement ? Alors les solutions, elles sont à un ordre
individuelle et organisationnelle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par former les individus à expliquer le sens des mauvaises habitudes, des mauvaises pratiques et des bonnes pratiques. Donc pourquoi, par exemple, il est extrêmement mauvais d'avoir sa boîte mail ouverte en permanence et d'essayer de répondre le plus vite possible à toutes les injonctions qu'on reçoit. Derrière, ça va permettre de mettre en place différentes pratiques, notamment de régulation de son temps et de s'assurer d'avoir entre guillemets, un espace, un temps, une tâche. Ce qui va me permettre de mobiliser toutes mes ressources sur une seule action et de gagner en efficacité. Maintenant, pour les organisations, on les accompagne également dans l'évaluation de l'impact des transformations sur les individus, pour essayer de comprendre un peu plus finement quelles sont ces transformations qu'on voit actuellement. Ça, c'est le travail que vous menez avec le cabinet Cogix. Oui, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on accompagne les organisations à former les individus sur les bonnes pratiques à mettre en place, sur les rituels comportementaux qu'ils peuvent mettre en place pour être plus efficaces et plus sereins à la fin de la journée, et également à évaluer et à améliorer leur mode de travail. Mais quelles sont les entreprises qui ont pris conscience de ces enjeux? Est-ce que c'est des petites entreprises ou plutôt les grandes entreprises? Parce que j'imagine que vous travaillez plutôt avec les grandes. Voilà, nous on est biaisés. Il y a la question de qui en a pris conscience et qui met les moyens pour agir. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que les petites entreprises n'en ont pas conscience, mais en tout cas, ce sont quasiment que des grandes organisations, publiques ou privées, qui font appel à nous pour justement améliorer l'organisation de leur mode de formation, de leur mode de concentration, de leurs espaces, etc. Alors pour un petit chef d'entreprise, quels sont les 2 conseils que vous lui donneriez là, gracieusement, pour que les choses se passent mieux dans sa boîte? Je pense qu'à un niveau un petit peu méta, c'est de questionner le rapport qu'on a au numérique, de ne pas croire que plus l'information circule vite et plus on sera efficace, et de questionner également le rapport au temps. On va essayer de tout faire le plus vite possible. Or, on a besoin de temps de récupération, d'une part pour notre santé, mais également pour garder un esprit critique sur les choses, pour être plus créatif, plus innovant, puisque notre cerveau continue à travailler lorsqu'on ne travaille pas, entre guillemets. Gaëtan Delavillon, merci infiniment. Merci à vous. Merci pour ces éclairages. Alors, si vous voulez en savoir plus ou vous mettre en relation avec Cogix, leur site internet, c'est www.cogix.fr. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.